Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de démarrer une nouvelle semaine avec vous. Nous sommes le lundi 30 novembre, une date qui marque le coup d'envoi de la COP21 à Paris, la conférence climatique de l'ONU qui va rassembler jusqu'au 11 décembre plus de 150 chefs d'État et de gouvernement. Hier, plus de 2000 marches ont été organisées à travers le monde. C'était le cas en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Une grande chaîne humaine s'est formée sur la place de la Victoire. Le reportage de Muriel Barlagne. Ils avaient carte blanche pour écrire des messages à afficher sur des murs d'expression, tous en rapport avec la protection de l'environnement. Ils étaient là dès 15 h sur la place de la Victoire pour le Rassemblement pour le climat, dans l'espoir de peser auprès des décideurs internationaux. On espère avoir 250 personnes au total. Alors on sait qu'il y en a qui sont là, qui sont très ponctuels et qui ne resteront pas jusqu'à 4 h. Il y en a d'autres qui vont arriver à 4 h, mais on espère qu'au final, 250 personnes seront venues ici nous voir. Près de 200 participants effectivement présents se sont pris par la main afin de créer une chaîne humaine. Un geste symbolique pour afficher leur volonté d'aller vers le changement ensemble. Les enjeux sont de taille, réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici à 2050 et atteindre la neutralité carbone au plus tard à la fin du siècle, selon les préconisations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'idée, éviter un réchauffement de 2 degrés supplémentaires. La nature nous donne beaucoup, celle qui nous nourrit, nous donne l'air qu'on respire et nous en échange, on lui donne pas grand-chose à part de la pollution et on a tendance à prendre et pas trop à donner. Le réchauffement climatique, ça provoque des dégâts considérables. On sait que certaines îles bientôt vont avoir un exode au niveau de leur population. Bon, nous, on ne peut pas encore dire que ce sera notre cas, mais qui sait, donc il vaut mieux qu'on commence à réfléchir à ce genre de problématique. Après une petite marche vers la mer, c'est Jean-Marie Flower, un lanceur d'alerte sur la contrainte carbone, qui a pris la parole. Pour lui, il reste encore beaucoup à faire en France concernant la transition énergétique. Il faut augmenter les efforts et pour ça, y compris en Guadeloupe, ça veut dire revoir nos habitudes de consommation, ça veut dire revoir peut-être la tarification des carburants, de l'électricité. C'est des mesures qui sont très impopulaires peut-être à court terme, mais si elles sont bien expliquées et surtout si on peut arriver à les compenser en chassant les gaspillages auprès de tous nos concitoyens, et bien finalement on peut réussir à se mettre sur la bonne trajectoire pour qu'en 2050, la Guadeloupe sera effectivement beaucoup plus autonome en énergie. Comme près de 50 pays dans le monde, la Guadeloupe a souhaité ainsi apporter sa contribution. Pour faire entendre sa voix, l'île a rejoint Avaz, un mouvement citoyen mondial en ligne. La photo géante de cet après-midi et des films devraient y être envoyés afin d'être diffusés lors de la COP21. Et parmi les autres associations présentes hier, Campeg, le carrefour des associations et des militants pour la protection de l'environnement en Guadeloupe. Vanessa Varin en est la présidente. On l'écoute, elle est interrogée par Muriel Barlagne. On aimerait en fait réguler l'augmentation de température à 2 degrés, à plus 2 degrés maximum, puisqu'effectivement là la température monte et monte de plus en plus. Et l'une des conséquences serait en fait la submersion marine, puisque nous sommes sur un territoire insulaire, donc, et en plus de petite taille, donc les côtes sont de plus en plus impactées, puisque la mer, en fait, le niveau de la mer monte et donc les côtes en fait, de notre territoire en fait, diminuent de plus en plus, sont de plus en plus, on va dire, mangées, grignotées par la mer. Donc effectivement, c'est un problème majeur dont il faut prendre conscience en Guadeloupe. Donc après, il y a des effets qui sont après liés, qui sont connus dans le monde entier. Donc par exemple, nous avons un dérèglement climatique. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de brumes de sable qui sont présentes et qui passent sur notre territoire, ce qui crée en fait une pollution avec un indice atmosphérique assez élevé. Donc voici l'une des conséquences aussi du réchauffement climatique, donc tout un dérèglement en fait qui se constate dans le monde entier. On passe à l'actualité sociale avec les postiers du centre courrier de Pointe-à-Pitre mobilisés depuis ce matin. Ils sont d'ailleurs en grève illimitée. Leurs revendications portent sur une réorganisation de la direction qui, selon eux, engendrerait des suppressions de postes. On fait le point tout de suite avec Patrick Curie. La cause de cette grève, la suppression de 26 postes, soit 20% de l'effectif du centre de Pointe-à-Pitre. Dans la seule unité de distribution
pli non adressé qui traite de la distribution de prospectus. 14 postes sont concernés et 12 autres dans d'autres secteurs d'activité. Plusieurs rencontres ont eu lieu, mais le syndicat SUDPTT refuse la suppression de postes. Après avoir supprimé 14 à Paul Caraïbe, il y aura revenu pour supprimer 26 positions à Pointe-à-Pitre-Bergevin. Nous rencontrons à deux fois, les mercredis 25 et les jeudis 26 novembre. Nous butons sur un seul point, le maintien de l'UDPNA qui a comporté 14 positions de travail. Nous allons répéter, qui côté en Guadeloupe, il y a supprimé 26 positions de travail. Nous, sur PTT Guadeloupe, nous avons dit que c'est concevable. Nous péquons laisser faire en économie et à un critère social qui est assez difficile. Il y avait 63% de jeunes qui sont au chômage. Nous avons dit nous péquons accepter ça. Trop, c'est trop. Selon la direction, il s'agit d'une réorganisation due à la baisse de l'activité de 35% en 6 ans. C'est que nous adaptons notre organisation au trafic réel. Mais nous ne procédons en aucun cas à des suppressions d'emplois, à des licenciements ou à quelconque plan social, comme j'ai pu le lire sur certains documents. Donc la Poste, aujourd'hui, elle est engagée dans une réforme d'adaptation parce qu'elle est en danger pour ses emplois et pour sa pérennité. Une nouvelle rencontre est prévue cet après-midi. Mais aujourd'hui, seul un syndicat sur les 4 présents au sein de la Poste est mobilisé sur ce dossier. Au chapitre politique, dernière ligne droite avant le premier tour des élections régionales, J-6, les 10 candidats occupent plus que jamais le terrain. Celui qui sera élu président de la région aura en tout cas un pouvoir de décision renforcé grâce notamment à la loi Notré, une loi qui porte sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Les explications de Karine Gielman. Montée en puissance de la région, c'est ce qui attend les Guadeloupéens au sortir du vote des 6 et 13 décembre prochains. Rien n'échappera plus au futur président de la région Guadeloupe, et ce 1 an après la loi votée en décembre 2014 et la création des 13 grandes régions dites métropoles. Du développement économique à l'aménagement du territoire, à la formation professionnelle ou encore au transport, la région pourra dorénavant jouer un rôle plus décisif, et ce également en matière d'emploi. À l'heure actuelle où l'État connaît des difficultés financières, vraisemblablement qu'il va encore pouvoir développer l'autonomie des régions. Il faudrait cependant que cette autonomie, la France accepte qu'il puisse y avoir des développements différenciés au niveau des régions. Ce sera déjà le cas avec la loi Notré. Mais le législateur, l'article 34 de la Constitution, confère quand même au législateur le soin d'encadrer par la loi un certain nombre de compétences administrées. Cependant, il n'est pas impossible que l'État, connaissant les difficultés, de plus en plus se rapplique, entre guillemets, en tout cas, se retranche autour de ses missions régaliennes, la justice, l'armée, l'éducation, la santé. Le président sortant, Victorin Lurel, en revenant sur notre antenne sur les services rendus par la région dans certains domaines, tels que l'eau et le transport, et ce, avant même la mise en place de la nouvelle région, a lui-même anticipé lors de son dernier mandat et donné le ton des présidences à venir. On a quitté nos compétences strictes, le noyau dur, le cœur de notre métier, pour faire ce que le département à l'époque ne faisait pas. Ça m'est arrivé, et ça arrive, de donner des aides sociales. Ce n'est pas notre job. De financer les hôpitaux, de financer les personnes âgées, de financer les crèches. Parce qu'il y avait là une carence manifeste. Ça m'est arrivé de m'investir pleinement dans la gestion de l'eau, alors que ce n'est pas ma compétence. Sur les déchets, sur le transport public de voyageurs. Contrairement aux autres régions, la Guadeloupe, à l'instar de la Corse et de l'Alsace, conserve un département. Il y a un processus de fusion institutionnelle parce qu'il est reconnu, et la Cour des comptes n'a cessé de le rappeler, qu'il était nécessaire pour la rationalisation de l'action administrative, mais également la rationalisation des choix budgétaires, qu'il y ait un processus de mutualisation qui est le plus opérationnel quand les institutions fusionnent. Donc, nous, maintenir sur le même territoire 2 institutions, un conseil départemental et un conseil régional, me semble aller à l'encontre d'un certain bon sens, mais également à l'encontre d'un certain réalisme législatif.
Et si la Guadeloupe a rejeté une fusion des collectivités dans le cadre de l'article 73, créant une collectivité unique, elle s'est bien inscrite dans la réforme des collectivités territoriales françaises. Reste à savoir comment dorénavant le département et les intercommunalités vont fonctionner avec cette nouvelle région. Focus ce midi sur ces jeunes qui ont décidé d'intégrer le RSMA, le régiment du service militaire adapté, accueille près de 1000 jeunes. La plupart d'entre eux sont sortis du système scolaire et viennent chercher pendant plusieurs mois une formation professionnelle, le tout avec un encadrement militaire. Avant d'en parler en détail avec notre invité, je vous propose de regarder les portraits de 3 jeunes volontaires. Ils s'appellent Ludwig, Nancy et Manuel. Ils ont tous un parcours scolaire différent et pourtant ils ont choisi le RSMA pour apprendre la rigueur et apprendre les bases de leur futur métier. Le plus jeune d'entre eux, Ludwig, a 20 ans. Il a un bac pro en dessin industriel et un BTS en dessin informatique. Cela fait 4 mois qu'il est au RSMA. Il a choisi la filière manutentionnaire cariste et passe en ce moment son CACES3, une sorte de permis qui permet de conduire les chariots élévateurs et les tractopelles. L'idée de faire une formation militaire avec à la fin de quoi trouver du travail, ça m'a plu. Donc je me suis dit pourquoi pas m'engager et faire mon service militaire. À terme, ce que je voudrais, c'est déjà trouver du travail dans les installations portuaires. Et ensuite essayer d'ouvrir mon entreprise en tant que chef de pièces automobiles. Voilà. Oui, c'est quelque chose de bénéfique et qui permet non seulement d'être plus autonome, d'être plus, comme ils disent ici, carré, mais en plus ça nous permet de voir d'autres personnes et d'être moins salariés. Nancy, elle, fait partie des 30% de féminines au sein du RSMA de Guadeloupe. Elle a 24 ans. Après avoir fait plusieurs stages sur des exploitations agricoles, elle a choisi d'intégrer la filière ouvrier polyvalent culture pays du RSMA. Elle s'occupe plus particulièrement de la production végétale. Je trouve que le mélange côté militaire et formation professionnelle, ça donne un peu de caractère en fait dans le civil. Quand on arrive devant un patron, en fait, tout de suite, le fait qu'on va voir qu'on est passé par le RSMA, on va voir qu'on est sérieux, on est ponctuel. Et par rapport à notre formation professionnelle, peut-être que ça va passer. Moi, en fait, je souhaite devenir animatrice nature. En fait, combiner la nature avec l'animation publique. Enfin, il y a Manuel, 23 ans, qui vient de Marie-Galante. Lors de notre reportage, cela faisait à peine 3 semaines qu'il avait intégré les rangs du RSMA et faisait ses classes. Son parcours, un BEP de maintenance industrielle et saisonnier dans des distilleries, mais le milieu militaire l'a toujours attiré. J'avais un frère qui était déjà au RSMA avant, donc tout ce qu'il m'avait dit, donc veut dire que j'ai pas eu de surprise. Au départ, j'étais venu pour faire 12 mois, juste passer les permis et après chercher un métier. Mais après, comme avec les premières classes qui me forment, je prends goût à devenir VT. Donc si les 12 mois se passent bien, et surtout si je trouve rien après, si je trouve aucun métier tout de suite après, je pense venir au VT pour devenir première classe et approfondir. 3 jeunes qui semblent en tout cas avoir trouvé leur voie professionnelle. Selon les derniers chiffres, plus de 80% des jeunes qui ont fait le choix du RSMA de Guadeloupe ont été réinsérés dans la vie active. Bonjour, commandant Jérôme Merceron. Vous êtes directeur de la formation, du recrutement et de l'insertion au sein du RSMA. Alors on vient de voir le portrait de 3 jeunes qui sont d'ailleurs très élogieux à l'égard du RSMA. Est-ce qu'on peut dire que ce régiment, c'est une vraie chance pour les jeunes Guadeloupéens ? Oui, tout à fait, c'est une vraie chance. Ça permet de retrouver une dynamique pour des jeunes qui étaient un petit peu sortis des parcours classiques. Alors, qui peut justement intégrer le RSMA ? Alors, tout jeune de nationalité française, âgé de 18 à 25 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres critères quand même ? Alors après, suivant les filières, il y a des critères spécifiques, notamment dans les filières du transport, où là, il va y avoir des âges particuliers, mais il n'y a pas d'autres critères que cela. Au niveau du casier judiciaire, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un casier judiciaire vierge, par exemple ? Il est mieux d'avoir un casier judiciaire vierge, notamment dans le cadre de filières comme les agents de sécurité, où si le casier judiciaire n'est pas vierge, ne pourront pas avoir de carte professionnelle, donc pas pouvoir avoir un emploi à l'issue de leur formation.
Alors, comment ça se passe pour le recrutement? Les jeunes viennent frapper à la porte du RSMA. Comment ça se passe pour le Oui, tout à fait. Donc, à l'entrée du quartier de la Jaille, du camp de la Jaille, il y a donc une cellule recrutement qui a pour charge de recevoir tous les candidats. Cette cellule recrutement se déplace aussi dans les établissements scolaires, dans tous les forums sur l'emploi, sur la formation, et délivre l'information, notamment aussi au travers du réseau des missions locales. Alors, on voit quand même que le RSMA a une très bonne image en Guadeloupe, on le voit de la part de ces jeunes. Comment vous expliquez ça? Cette image, déjà, elle est ancienne. L'histoire du RSMA, elle commence dans les années 60. Donc, on fait partie du paysage depuis plus de 50 ans maintenant, avec une véritable expertise du service de la population et en particulier des jeunes Guadeloupéens. Et donc, notre réputation, elle vient partout, avant tout de cela. Alors concrètement, donc, les jeunes s'engagent pour une durée de 6 à 12 mois. Et après le RSMA, il se passe quoi pour eux? Alors les jeunes qui nous rejoignent, nous rejoignent comme vous l'avez dit pour une durée de 6 à 12 mois en fonction des stages. Et à l'issue de leur formation au régiment, l'objectif principal c'est qu'ils s'insèrent dans l'emploi ou la reprise de formation. Plus de 80% d'insertion professionnelle, c'est un très bon chiffre. Oui, tout à fait. C'est des efforts de tous les jours. Il faut rendre hommage aux cadres du régiment qui sont tous investis à 100% pour cet objectif. C'est 100% pour chaque jeune. Alors, il y a plus de 30 filières, il me semble, au sein du RSMA. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Alors, on a 30 formations pour 30 métiers qui recrutent dans 10 domaines de formation. Donc, bâtiment, mécanique, métier de la terre, restauration, sécurité, métier du tertiaire, du tourisme, du transport et de la logistique et enfin des travaux publics. Une dernière question, pour le mois de décembre par exemple, est-ce que vous avez des besoins particuliers dans certaines le mois de filières? décembre, les jeunes vont nous rejoindre demain, donc le recrutement est déjà bouclé. En revanche, pour le mois de janvier, nous cherchons encore des conducteurs tout transport, des agents administratifs, des ouvriers polyvalents de l'environnement, des agents de sécurité, des mécaniciens. Et puis un peu plus tard en mars, mais j'en parle dès maintenant parce que c'est quelquefois une filière où les jeunes ne se posent pas la question d'aller, c'est tout ce qui est métier de l'agriculture, avec les ouvriers polyvalents de l'agriculture. On a vu une jeune dans la production végétale, on a aussi une filière qui s'occupe de production animale. Donc quelquefois il est un peu plus dur de recruter, les jeunes ne sont pas forcément attirés par ces métiers-là, alors qu'il y a des vraies perspectives. Donc voilà, au mois de mars, nous recruterons des jeunes agriculteurs. Alors si ces jeunes sont intéressés, donc le RSMA, il y a peut-être un numéro de téléphone aussi? Oui, donc le 0590 40 75 75, numéro de téléphone. Ensuite, nous avons une page Facebook et aussi un site internet rsma-ga.com. Merci commandant Jérôme Merceron d'avoir été ce midi sur le plateau d'Alizé. Merci. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi d'élections sous tension au Venezuela, mais aussi d'énergie photovoltaïque au Chili. Voici la Minute Caraïbe. Le climat de la campagne électorale vénézuélienne en vue des législatives a indéniablement changé depuis le meurtre par balle de Luis Manuel Diaz, secrétaire général de l'Action démocratique, lors d'un meeting mercredi dernier. Pour la première fois depuis 2016, l'opposition pourrait ravir la majorité aux chavistes et de forts soupçons pèsent sur l'équipe du défunt président Chavez. L'enquête scientifique et les témoignages de ceux qui étaient sur place montrent déjà que c'est totalement faux et ceci est une accusation téméraire, a répondu dès le lendemain le président Maduro lors d'un discours. Pour le dirigeant socialiste, il s'agissait d'un règlement de compte entre bandes rivales. Ce meurtre entache la campagne électorale à 10 jours d'un scrutin tendu. Pour l'analyste Francine Giacomé, directrice de l'Institut vénézuélien d'études sociales et politiques, s'il est prouvé que ce meurtre a des motivations politiques, son objectif aura été de provoquer la peur et décourager les électeurs à voter pour les opposants au chavisme. Très engagé, le Chili veut réduire pour 2030 ses émissions de CO2 de 30% au-dessus des niveaux de 2007. Le Chili porte notamment ses efforts sur le déploiement des énergies renouvelables qui devraient représenter 20% du mix énergétique en 2025. L'énergie solaire photovoltaïque est idéale pour diversifier les sources énergétiques du Chili, pour réduire les coûts et contribuer à la demande du système avec de l'énergie propre et durable, souligne José Pérez, représentant de Sun Edison, entreprise qui a construit l'une des centrales photovoltaïques. Il a bien entendu d'autres projets d'énergie renouvelable dans le pays, souvent controversés car les populations locales et les organisations environnementales soulèvent la question de leur impact négatif sur les écosystèmes.
C'est le cas du parc éolien sur l'île de Chiloé, au sud de Puerto Montt, et du projet de construction de 5 barrages sur les fleuves Baker et Pascua, appelé à inonder 6000 hectares de terre en Patagonie chilienne. L'Américain Vasilis Ftenakis, chercheur à l'Université Columbia de New York et conseiller des autorités locales en matière d'énergie, estime que le Chili peut et doit devenir un exportateur d'énergie produite par le soleil. Ce pays et cette région spécifique ont tous les avantages, explique-t-il. Les investissements et les coûts primaires sont élevés, mais après quelques années, on disposera d'une ressource très abondante et gratuite. Brésil, nouveau coup dur pour Dilma. Au Brésil, un sénateur et un directeur de banque liés à Petrobras ont été arrêtés par la police. Tous deux sont accusés d'avoir fait obstruction à l'enquête sur le versement de rétrocommissions du géant Petrobras vers le Parti des travailleurs dont sont issus Lula da Silva et l'actuelle présidente Dilma Rousseff. Alcidio do Amaral, le chef du Parti des travailleurs au Sénat brésilien, a été arrêté à Brasilia alors que le banquier André Estevez a été interpellé à Rio de Janeiro. C'est la première fois que la justice brésilienne a procédé à l'arrestation d'un homme politique dans ce vaste scandale de corruption qui éclabousse le parti au pouvoir. Retour en Guadeloupe avec le comité régional de cyclisme qui a livré les sanctions à l'encontre de Joanne Ruffin et de Ludovic Turpin. Ils ont écopé respectivement de 1 mois et de 15 jours de suspension suite, rappelez-vous, aux incidents survenus pendant le Tour de la Guadeloupe cette année. Les précisions de Karine Gielman. Une sanction sans équivoque pour les cyclistes Joanne Ruffin et Ludovic Turpin. 1 mois pour le premier et 15 jours pour le second, et ce à partir du 1er février. C'est une petite sanction. Il faut savoir que le comité régional ne peut pas aller au-delà d'1 mois. Après, c'est la FFC qui va prendre les choses en main. Après, je ne sais pas, on a envoyé à la FFC qui va étudier le dossier. Et après, bon, c'est aux coureurs de savoir s'ils veulent aller plus loin ou pas. Mais nous, par rapport à ce que nous avons pris nos responsabilités. Mais cette décision ne met pas en péril leur carrière. Joanne Ruffin, en effet, a annoncé la semaine dernière son arrêt du cyclisme en tant qu'amateur. De toute façon, j'annonce déjà que moi, je mets fin à ma carrière. Donc, pour moi, c'est pas une voie d'échappatoire, mais juste qu'après réflexion et aussi mon état de santé, je mets fin à tout ça. Reste à Ludovic Turpin de faire ou non appel auprès de la Fédération française de cyclisme ou reprendre tout simplement la course après sa sanction. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais tout d'abord, ces informations pratiques avec vos coupures d'eau du jour. Aujourd'hui, c'est la ville des Abîmes qui est concernée, plus particulièrement les zones de Caduc, Doux, Pointe d'Or ou encore Zac de Dotemar. Des travaux sont effectués sur le réseau, des travaux qui s'achèveront d'ailleurs demain en fin d'après-midi. Un mot sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera voilé avec des risques d'averses dans le sud Basse-Terre, sur Marie-Galante, également sur l'île de la Désirade. Les températures seront comprises entre 28 et 30 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous retrouverai ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.